Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Donc, je m'appelle Renaud Dely, effectivement je suis journaliste à France Info et Arte pour une émission qui s'appelle 28 minutes sur Arte. Je suis ravi de vous retrouver ici pour ces rencontres géopolitiques. Je remercie l'ensemble des organisateurs, la mairie de Trouville et évidemment Frédéric Ancel pour la qualité de l'organisation et du contenu de ces rencontres. Je tiens aussi à vous féliciter, vous, pour votre assiduité et l'état d'esprit studieux qui vous habite, puisque nous allons donc ensemble attaquer la 17e table ronde de la journée, au vu du programme riche, dense, concocté par Frédéric, et nous sommes donc ensemble jusqu'à 23h15 au moins. Voilà. Non, évidemment, je plaisante. Nous sommes ensemble pour 1 heure autour de ce thème donc des frontières poreuses, frontières commerciales, frontières maritimes, frontières morales. Je vous présente en 2 mots les intervenants qui sont à mes côtés. À ma gauche, Hugues Odeline, vous êtes docteur en histoire, officier de marine, ancien commandant de sous-marins d'attaque, auteur de nombreux ouvrages, notamment le dossier noir du terrorisme, la guerre moderne selon Sun Tzu, et puis piraterie et violence maritime. Nous aborderons évidemment avec vous tout à l'heure cette question de la frontière maritime, de son caractère hermétique ou poreux, et puis de ce que représente la mer, notamment en termes d'échanges, de commerce, de terres de richesse, en quelque sorte, d'espace de richesse plutôt. À ma droite, Wael Zaka, vous êtes consultant en politique sociale auprès de l'ONU, et je vous céderai la parole tout à l'heure justement pour vous expliquiez plus précisément quel est le rôle de l'ONU, l'enjeu au regard de l'ONU par rapport à ces frontières et à leur porosité, et puis évidemment la dimension donc sociale de cet enjeu des frontières. Et puis, à ma gauche, Philippe Moreau-Defarge, et je vais vous donner la parole en premier, ancien diplomate, essayiste, politologue, spécialiste des questions internationales, de la géopolitique, de la construction européenne, de la mondialisation, auteur de très nombreux ouvrages, je ne vais pas tous les citer, mais des ouvrages consacrés à la mondialisation, aux institutions européennes, à la géopolitique. Vous êtes aussi chercheur à l'IFRI, Philippe Moreau-Defarge. Je vais vous céder la parole tout de suite avec chacun. Vous aurez, conformément aux règles préétablies, à peu près 1/4 d'heure chacun, de façon à ce qu'on conserve un petit peu de temps pour prendre les questions de la salle. Philippe Moreau-Defarge, je vous cède la parole en premier. Qu'entend-on justement par ce terme de frontières à vos yeux? Ces frontières peuvent-elles être vraiment hermétiques ou sont-elles nécessairement poreuses? Et puis quels sont les scénarios vers lesquels l'évolution géopolitique actuelle nous conduit à vos yeux quant au caractère hermétique ou poreux de ces frontières? Je vous cède la parole. Merci. Le micro est allumé, oui. Merci beaucoup. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup, Renaud. Alors, je vais m'excuser, je vais faire un exposé un peu de prof. Hein, parce que depuis ce matin, j'entends 2 choses. D'abord que les murs se multiplient, la planète se couvre de murs, de murailles, etc. Ce qui est vrai, d'ailleurs, d'un certain côté. Cela dit, jamais l'humanité n'a autant circulé. Jamais il n'y a autant de circulation multiple d'hommes, d'argent, de tout ce d'idées. C'est un monde de circulation et de réseau. Alors, pourquoi cela? Est-ce que véritablement nous allons vers un monde renfermé? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toute une série de politiques de repli, de renfermement. 3 exemples. Trump, c'est clairement, incontestablement une politique de renfermement des États-Unis sur eux-mêmes. 2e exemple, le Brexit, qui espérons qu'il n'aura pas lieu, mais le Brexit, s'il a lieu, sera un terrible phénomène de renfermement. Et puis, 3e, tous ces micronationalismes, comme par exemple le micronationalisme catalan, qui sont aussi des phénomènes de renfermement. Alors, qu'est-ce qu'il en est? D'abord, je vais essayer, dans une première partie, de donner la problématique autour de 3 termes. Frontières, ouverture, porosité. Premièrement, frontières. Alors, il y a 1000 manières de définir les frontières. Si vous voulez, pour un géopoliticien ou pour un spécialiste des relations internationales, il n'y a qu'un type de frontières. Ce sont les frontières interétatiques. Le monde, à l'heure actuelle, est un monde d'États, de 180, 190 États, mais nous sommes dans un monde d'États. Et j'ai vu que, par exemple, plusieurs intervenants ont évoqué des identités. Il n'empêche que vous tous dans cette salle, vous n'êtes un être juridique que parce que vous êtes d'un État.
D'ailleurs, très heureusement, l'un des intervenants évoquait le passage de la frontière entre le Sénégal et le Mali en disant, ou un autre État, il faut montrer son passeport, il faut montrer sa carte d'identité. Donc nous restons, et au fond, l'État est cette entité qui se définit par des frontières. À nouveau, l'État, ce sont des frontières, c'est un territoire avec des frontières, et à l'intérieur de ces frontières, l'État est maître du jeu, puis à l'extérieur des frontières, il y a d'autres États. Bien. Mais donc, si vous voulez, cette notion de frontière, on peut penser qu'elle est occidentale. Il n'empêche que la frontière linéaire séparant des souverainetés étatiques, c'est notre monde actuel. Il est défini comme ça. Tous les grands pactes fondateurs du monde, ce sont des traités interétatiques. L'Organisation des Nations Unies, c'est un pacte interétatique. Je veux pas... Donc, premièrement, nous restons dans un monde de frontières. Et à nouveau, ce n'est pas le temps d'entrer dans le terme, mais l'Union européenne ne signifie pas du tout la disparition des frontières. L'Union européenne, c'est le réaménagement de la gestion des frontières. Disons, c'est où la disparition ou l'allègement très substantiel des contrôles aux frontières. Pour que les frontières au sein de l'Union européenne disparaissent, il faudrait que l'État français, l'État allemand, l'État luxembourgeois se fondent dans un État européen. On n'en est pas encore là. Donc, nous restons dans un monde de frontières et où, véritablement, les frontières qui importent, ce sont les frontières interétatiques, parce qu'elles seules sont véritablement porteurs d'effets juridiques fondamentaux qui font nos droits. À nouveau, vous n'avez de droit que parce que vous avez une identité, non pas nationale, mais étatique. Premier point. L'ouverture. C'est vrai que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un formidable mouvement d'ouverture. C'est-à-dire des politiques délibérées des États pour ouvrir leurs frontières, pour faciliter les échanges avec les autres États. Pourquoi les États font-ils ça? Parce qu'il y a eu une transformation de la légitimité de l'État. Disons que la légitimité traditionnelle de l'État, qui n'a pas disparu, c'est la sécurité, enfin la défense. Assurer la paix sur le territoire et protéger le territoire contre les agresseurs extérieurs. Ce que Max Weber a très bien défini, le monopole de la force légitime. C'est ça l'État. Hein, bien. Non. Et donc, cet axe qui reste présent, parce que l'État est quand même toujours responsable de la sécurité, à la fois extérieure et intérieure. Néanmoins, son axe de légitimité s'est déplacé. Aujourd'hui, le cœur de l'État, c'est ce qu'on peut appeler l'État-providence. Donc l'État doit être une formidable machine à assurer de la solidarité. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les États occidentaux, mais même tous les États de la planète, ont considéré que le meilleur moyen d'assurer la solidarité sociale au sein de l'État, c'était d'abord l'enrichissement par la croissance économique. Et que cet enrichissement par la croissance économique s'obtenait beaucoup plus facilement dans un monde ouvert que dans un monde fermé. À nouveau, les États communistes se sont effondrés parce qu'ils étaient pauvres. Et que les gens en avaient marre d'être pauvres. Et que les gens avaient envie de vivre mieux. Donc, regardez la Chine, c'est la même chose. Quelque part, elle s'est ouverte parce qu'elle a compris que le modèle maoïste ne fonctionnait pas. Donc, on voit bien que l'ouverture a été une politique délibérée des États, enfin, d'un nombre croissant d'États. C'est ce qu'on appelle, on a parlé d'intégration économique, c'est la même idée. Pour assurer la prospérité économique et surtout pour permettre, je dirais, une forme de solidarité sociale. C'est-à-dire créer un jeu à somme positive dans lequel tout le monde peut obtenir un peu plus. Les frontières, l'ouverture, troisième notion fondamentale, la notion de porosité ou de perméabilité. C'est une notion différente. La porosité ou la perméabilité, c'est le fait que les frontières étatiques sont de plus en plus perméables ou poreuses. Alors, elles sont de plus en plus perméables et poreuses du fait de l'ouverture par les États. C'est vrai que l'ouverture des États a contribué à la porosité des frontières. Mais cette porosité, elle est due à deux raisons beaucoup plus fondamentales. La première raison, vous le savez, c'est les moyens techniques. C'est le fait que tout facilite la porosité des frontières. Les voyages, le téléphone, etc. Regardez les migrants, c'est extraordinaire. Le premier outil du migrant, c'est le téléphone portable. Parce que grâce au portable, il va pouvoir s'informer quel est le point de la frontière où il peut passer le plus facilement. Hein, vous voyez ce qui est très bien. Donc, tous les moyens techniques facilitent la porosité. C'est clair. Et nous sommes dans un monde où tous les moyens techniques... Alors, même si les États essayent de reprendre le contrôle des moyens techniques, il n'empêche qu'a priori, les moyens techniques font exploser les circulations et donc contribuer à la porosité. Mais il y a un autre élément. C'est que l'idée de droit de l'homme,
qui est au centre de l'Occident, et que nous, occidentaux, avons diffusée au monde, qu'est-ce qu'elle dit? Je ne peux pas m'empêcher de citer une phrase que j'adore citer, qui est une phrase d'un juriste français, M. Portalis, juriste de la fin du XVIIIe siècle, un homme remarquable. Il écrit froidement, il fallait le faire, que le premier des droits de l'homme, c'est le droit de chacun de se réaliser là où il a le sentiment de pouvoir se réaliser. Attendez. Moi, je vais être honnête, je suis un bon bourgeois, je ne suis pas prêt à accueillir tout le monde chez moi. Bon, mais il faut être honnête, hein. Il ne faut pas oublier ça. Mais il ne faut pas oublier qu'au cœur des droits de l'homme, si vous voulez, ce qu'il faut être conscient, c'est que nous avons mis la porosité des frontières, elle est portée d'une part par les moyens techniques, mais elle est portée aussi par quelque chose de beaucoup plus fondamental, qui serait le droit de chacun à réaliser son bonheur. D'ailleurs, ce qui est fascinant, je dirais d'ailleurs, les éléments les plus représentatifs de nos sociétés, c'est comme toujours les extrêmes. C'est d'un côté la super élite qui circule librement sur la planète parce qu'on la cherche partout et elle a les moyens de circuler. Et l'autre élément représentatif, c'est le pauvre type des camps. C'est le pauvre type des camps de réfugiés, qui va dire, moi, j'étais, je sais pas, médecin à Kaboul, j'en ai marre de Kaboul, j'en ai marre de ne pas avoir d'avenir à Kaboul, donc je vais aller ailleurs. Et là, il y a quelque chose de fondamental. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est l'évolution du droit là-dessus. C'est vrai que de plus en plus, le droit, si vous voyez, il y a un équilibre extrêmement difficile à trouver en droit entre, je dirais, les principes de statu quo. Au fond, je dirais, le système étatique, chacun chez soi. Je suis chez moi, je reste chez moi. J'ai aucune raison d'accueillir les étrangers chez moi. Et on a tous cette réaction un peu de se dire, je suis chez moi, je veux me protéger. Il ne faut pas oublier ce phénomène-là. Donc, le principe de statu quo, je suis chez moi, je dois me protéger, je reste chez moi. Et puis, les principes de dynamique, dire, j'ai le droit de me réaliser là où je le peux. Et n'oubliez pas que les migrants européens, tous ces Européens qui sont partis d'Europe au XVIe, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, XIXe siècle, ils l'ont fait au nom de cela. En disant, moi, je ne vais pas pourrir dans mon coin du Mezzogiorno ou, je ne sais pas, au fond de l'Allemagne, je vais aller en Amérique pour me réaliser. Simplement, vous me direz ce qui a changé. Ce qui m'a étonné, d'ailleurs, ce qu'on n'a pas du tout évoqué dans ces exposés, c'est l'une des données fondamentales qui change tout, qui est la donnée démographique. Comment le Sahel peut-il rester une espèce de zone de circulation avec des formidables caravanes, avec l'explosion démographique et le problème de faire vivre des gens? Il y a quand même un changement fondamental. Donc, vous voyez, voilà les bases, et c'est vrai que nous sommes dans un monde où, effectivement, il y a une espèce de tension extrêmement forte entre, je dirais, le souci des États de contrôler leurs frontières, avec la conscience qu'ont ces États que leur prospérité dépend des flux et des réseaux. Un État qui est hors des flux et qui est hors des eaux, il est pauvre. Regardez la Corée du Nord, et même la Corée du Nord est en train de se mettre dans les flux. Regardez Cuba, et Cuba est en train de se mettre. Et puis, si vous voulez, la nécessité de garder le contrôle de quelque chose. Alors, dans ces conditions-là, au fond, on voit que devant nous, il y a 3 scénarios possibles. Le premier scénario, je dirais, c'est le scénario, je veux dire, optimiste, hein, le plus optimiste. Au fond, le système multilatéral, ce système de circulation maîtrisé, tient le coup. Au fond, je dirais, on est dans un système de circulation plus ou moins maîtrisé, c'est-à-dire où malgré tout, la porosité des frontières, ça compte. Bon, ce système tient le coup parce que, si vous voulez, il y a quand même un intérêt extrêmement fort des États à préserver ce système. Regardez, c'est très intéressant, regardez le jeu du Mexique. Très frappant. Le Mexique, qui est un peu maltraité par les États-Unis, le Mexique prend les choses, et pourtant avec un homme qui est un président en principe populiste, le Mexique essaye de calmer les États-Unis. Hein. Il n'excite pas du tout les États-Unis. Il veut calmer les États-Unis. Parce que le Mexique se dit, mes exportations, c'est 80% vers les États-Unis. Je peux pas négliger ça. Donc on voit bien que... Et ce qui va être intéressant, c'est l'issue de l'affaire iranienne. L'issue de l'affaire iranienne, elle peut aller vers la guerre. Mais elle peut se terminer par une forme de négociation parce qu'il y a le sentiment qu'au fond, les États, malgré tout, ce système multilatéral, il a formidablement bénéficié aux États et à nous tous. Je ne veux pas donner de chiffres, mais quand vous voyez l'augmentation de la richesse planétaire, quand vous voyez le développement spectaculaire des classes moyennes, avec des problèmes considérables. Donc ça, c'est le premier scénario, qui est un scénario plutôt optimiste. Bon, je vais vous donner l'autre scénario, qui est carrément pessimiste. L'autre scénario pessimiste, c'est que finalement, les murs dont on a parlé ce matin se multiplient.
que les États arrivent à se barricader. C'est-à-dire le cauchemar des années 30. Le problème, il y a deux choses qui sont frappantes, quand même. Premièrement, les années 30, ceux qui menaient ces stratégies d'enfermement étaient des gens expansionnistes et impérialistes. Je pense à Hitler, à Mussolini, au Japon, etc. Bien. Aujourd'hui, les populistes ne sont pas expansionnistes. Les populistes, c'est très intense, sont des processus de renfermement sur soi. Avec un problème considérable, c'est que si ces stratégies populistes réussissent, elles entraîneront l'appauvrissement des sociétés. Et beaucoup de gens le savent. Si vous voulez, même un type comme Bolsonaro, il le sait. Hein. Tous ces gens-là, ils devinent. Même Erdogan, il le sait. Regardez le cas d'Erdogan. Erdogan, c'est un populiste. Eh bien, il n'a pas quand même... Il aurait pu aller plus loin dans l'affaire d'Istanbul. Il n'a pas osé aller aussi loin. Parce que il y a quelque chose qui change. Donc, on veut bien... Donc, si vous voulez, le scénario des années 30... Alors, le scénario des années 30 apparaît aussi très difficile parce que l'état technique des sociétés actuelles n'est pas du tout celui qu'il était dans les années 30. Si vous voulez, dans les années 30, si vous voulez, nous sommes dans un monde, si vous voulez, dans les années 30 où les États contrôlaient leur territoire, où les États étaient relativement souverains, à un monde où les États sont complètement liés les uns aux autres. Pour vous donner un exemple, dans les années 30, un État moderne, disons moderne comme la France, comme dans la mesure, il est lié avec l'extérieur par quelques dizaines de traités, dans des domaines très précis. Alliance, traité de fiscalité, traité de commerce. Aujourd'hui, le même État, il est lié par des milliers, voire des dizaines de milliers de traités. Donc, vous voyez, c'est Gulliver ligoté, hein, c'est véritablement Gulliver ligoté. Donc, le scénario des années 30, si vous voulez, n'est pas impossible, il n'est pas du tout impossible. Notamment, on peut très bien imaginer, si vous voulez, c'est vrai que, imaginons que la Chine, d'un côté, et les États-Unis, de l'autre côté, soient tentés de créer des espèces de blocs économiques. Donc, de recréer les fameux blocs des années 30, le bloc de l'Allemagne nazie, le bloc du Japon impérial. Le problème, c'est que, si vous voulez, le coût sera terrible. Parce que les liens aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine sont tellement colossaux dans tous les domaines. Et notamment, il y a quelque chose qui n'existait pas dans les années 30, c'est la mondialisation des chaînes de fabrication. Désormais, la plupart des biens se fabriquent. Donc, le scénario... Donc, bon, alors vous me direz, il y a un troisième scénario possible. Je dirais que c'est le scénario gris, pas très heureux. Il y a le scénario optimiste, le système tient le coup. Le scénario pessimiste, le cauchemar des années 30 se réitère. Troisième scénario possible, c'est un scénario dans lequel, finalement, se combinent des phénomènes de fermeture, de fragmentation. Et puis, malgré tout, l'ouverture continue cas à cas. Prenons un exemple. Le Brexit peut avoir lieu. Donc là, on voit bien un phénomène de renfermement. Néanmoins... le Royaume-Uni, quelque part, et même M. Boris Johnson le sait que c'est une catastrophe pour le Royaume-Uni. Et c'est une catastrophe pour l'Europe, donc en termes de création de richesse. Donc, pour terminer, si vous voulez, je crois que, premièrement, nous restons dans un monde d'État. Et c'est vrai que l'État et les frontières étatiques, il y a quelque chose de très particulier dans l'État. L'État est une entité territoriale. Il n'y a pas d'autre entité. C'est une entité qui est indissociable d'un territoire, ce qui est un atout formidable. Daesh voulait son État parce qu'on a un territoire. Mais c'est un handicap redoutable, parce que l'État, on sait où il est. Prenez un exemple, l'Iran, elle ne peut pas bouger. Al-Qaïda pouvait bouger. Al-Qaïda était une organisation nomade. Elle se déplaçait du Soudan jusqu'à l'Afghanistan. Si vous voulez, quand vous êtes d'un État, vous avez cet avantage de contrôler un territoire, mais d'être prisonnier. Et là, nous restons dans ce monde d'État. Et de ce point de vue-là, à la fois l'ouverture des frontières, la porosité des frontières, ne change pas fondamentalement cela. Hein. Enfin, il change cela. Il amène, si vous voulez, il n'y a pas une disparition de l'État. Il y a plutôt, et je vais terminer là-dessus, une transformation de l'État. Ce qui définissait l'État, c'était sa souveraineté. Probablement, ce qui définit aujourd'hui l'État, ce n'est pas ça. L'État, c'est celui qui est responsable des interactions entre un système mondial de plus en plus développé, de plus en plus réglementé, et un territoire et une population. Donc, l'État doit à la fois négocier avec le système mondial et puis doit aussi essayer de se protéger. Voilà le rôle voilà le monde dans lequel nous sommes. Mais là aussi, les frontières restent quand même un élément très structurant du système mondial. Merci.
Merci Philippe Moreau-Defard. Je vais tout de suite céder la parole à Hugues Odeline pour nous évoquer un espace bien particulier, en l'occurrence l'espace maritime. Il y a derrière nous cette carte et ces chiffres qui s'affichent. Plus de 70% de la planète sont composés de mers et d'océans. Donc cet espace maritime, qu'est-ce que c'est, cette notion de frontière maritime? Est-ce que l'espace maritime, c'est d'abord une source d'échange, de commerce, de conflits? Hugues Odeline. Oui, Richelieu disait que la puissance terrestre permettait d'agrandir le territoire, mais que la puissance maritime permettait de s'enrichir. Et il avait pour cela étudié évidemment la grande puissance maritime de l'époque, qui était les Pays-Bas. Donc les Pays-Bas, avant même qu'ils ne soient d'ailleurs complètement indépendants. Voilà, donc simplement, ce qu'il faut, vous avez bien fait de rappeler ces quelques chiffres. Là d'abord, la Terre, ce n'est que 29% de la surface du globe, alors que les mers et les océans, c'est 71%. On en parle rarement, et en France, on connaît très très mal l'importance de la mer. Alors, pourquoi elle est importante? Eh bien, d'abord, parce qu'en premier lieu, elle relie les hommes. C'est pas du tout un fossé, la mer, loin de là. C'est ce qui permet aux hommes de se relier, d'échanger. C'est le principal vecteur économique. Est-ce que vous savez que 90% des échanges économiques dans le monde se font par voie maritime? 90%. C'était absolument colossal. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que 85% de la population mondiale, à peu près, vit à moins de 150 km d'une côte. Donc les échanges se font effectivement, et ce qui permet d'avoir une industrialisation des côtes et donc la venue des gens vers les côtes. Mais il y a des provinces qui sont enclavées, et c'est le cas en particulier de la Chine. Voilà. Alors, j'ai commencé par... je voudrais vous parler un petit peu quand même de cette carte sur laquelle sont indiquées des zones qui sont des zones... et ce sont les zones, les ZEE, les zones économiques exclusives. C'est-à-dire qu'en 1982, pardon, il y a eu le traité de Montego Bay, donc la loi de la mer maintenant. Et au cours de ce traité de Montego Bay, qui est rentré en vigueur en 1994, eh bien, il a été décidé d'étendre la zone économique exclusive, d'étendre la mer territoriale à 12 000 nautiques à partir d'une ligne de base, comme vous pouvez le voir sur le schéma qui est là, et ensuite, et à partir de cette même ligne de base, sur 200 000 nautiques. Le 1000 nautiques, c'est 1852 mètres, presque 2 km, allez, disons. Donc sur 200 000 nautiques, il y a une zone économique exclusive dans laquelle les États peuvent exploiter. Mais en revanche, la liberté de passage, la liberté de navigation y est assurée, ainsi que dans la plupart des détroits. Donc, si je veux simplifier, nous avons un grand océan mondial qui regroupe les 5 océans qui existent, puisqu'ils sont reliés soit par l'océan austral au sud, soit par des détroits internationaux que les gens peuvent traverser, que les bateaux peuvent traverser sans demander d'autorisation. Donc il y a cette liberté de navigation qui est extrêmement importante et qui permet donc d'éviter les incertitudes géopolitiques terrestres. Et oui, souvenez-vous de l'Ukraine qui, dans les années 2006, si mes souvenirs sont bons, avait fermé ses frontières avait fermé les gazoducs russes vers l'Europe. Eh bien, ce genre de choses, ça peut se reproduire en permanence. D'où l'intérêt de la mer, et c'est ce qu'a parfaitement compris la Chine. Et dès que Mao est mort en 1976, sa place a été prise relativement rapidement, 2 ans plus tard, par Deng Xiaoping, qui a décidé d'ouvrir le pays. Ce pays qui avait, en 1820, je dirais, ce pays avait un PIB qui représentait 30% du PIB mondial à peu près. Et à ce moment-là, sous Mao, il était à 4,9%. Il s'était complètement effondré. Et à présent, ce pays, la richesse de la Chine est à peu près similaire à celle des États-Unis, à peu près. Les Chinois, eh bien, écoutez, la Chine ne donne que sur un seul océan, c'est-à-dire sur l'océan Pacifique, et à travers un chapelet d'îles, c'est-à-dire ce premier chapelet d'îles, aucune de ces îles ne lui appartient. Or, avec la nouvelle loi de la mer, eh bien, la Chine, finalement, a récupéré extrêmement peu de territoire maritime, en tout cas par rapport à sa taille globale.
Je vous montre une première chose qui a été faite par la Chine. Ici, là, vous voyez ce petit carré, là, au sud de Hainan. Vous avez les îles dont vous avez beaucoup entendu parler, qui s'appellent les îles Paracel. Eh bien, ces îles, la Chine les a conquises en grande partie contre le Vietnam, qui pourtant était son allié depuis 1975, je vous rappelle. La Chine l'a conquis par la force. Et vous voyez que les lignes de base qui ont été faites, eh bien, elles font le tour des plus grandes îles, ce qui n'est pas du tout la loi de la mer. Et elles considèrent donc que tout ce qui est à l'intérieur, c'est une mer des eaux territoriales, hein, une mer, pardon, oui, enfin une mer intérieure, merci, une mer intérieure, et autour, vous avez effectivement des eaux territoriales, ce qui fait que dans une mer intérieure, on n'a pas le droit d'y passer, ça appartient au pays. Donc ça, c'est la première chose qui a été faite par la Chine. Vous avez ici sur cette carte le territoire maritime français. On vous en a parlé tout à l'heure. Le programme Extraplaque apparaît en rouge là-dessus. Eh bien, la France, comme vous pouvez le voir, vous avez à droite T, ce sont les surfaces territoires terrestres, c'est-à-dire la taille du territoire terrestre des possessions françaises et de la France. Et je vous ai marqué en M, j'ai fait un petit calcul, là, c'est la taille des zones maritimes grâce au ZEE, si vous. Or, nous avons tout un tas de petites îles un peu partout sur les océans. Hein. Nous sommes quasiment le seul pays. Les Anglais sont pas très loin de nous, mais enfin, nous sommes le seul pays à être présent sur tous les grands océans. Et lorsque l'on fait le rapport pour certains pays entre la surface maritime sur la surface terrestre, eh bien c'est intéressant parce que les États-Unis, qui ont la première surface maritime au monde, ils ont en gros la même surface terrestre, si vous voulez. Ils ont 1,2 fois plus de surface maritime. La France, elle a 17 fois plus de mer que de terre. Enfin, elle a, à condition d'être capable de la patrouiller, hein, de la contrôler. Hein. Bon, alors c'est là que les différents budgets sont importants. Le Japon, qui pourtant est un territoire purement maritime, pardon, n'a que 12%, n'a que 12 fois. La Chine a 0,4%. Comme la Russie d'ailleurs, hein, 0,4%. Donc vous comprenez que la Chine s'est trouvée complètement lésée par cette loi de la mer qu'elle a pourtant signée et ratifiée. Ce que n'ont pas fait du tout les Américains. Mais les Américains l'appliquent et les Chinois quand ça les arrange. En particulier, les Chinois ont repris un programme de 1947, donc avant la prise de pouvoir par Mao. C'était le Kuomintang, c'est-à-dire donc les nationalistes, hein, qui avaient décidé que tout ce qui était à l'intérieur de cette langue de bœuf, là, vous voyez cette ligne en 9 traits, en fait elle est en 11 traits exactement, que cette ligne donc en mer de Chine méridionale, tout ce qui était à l'intérieur appartenait à la Chine. On est très loin de la Chine. Hein. Alors, à présent, c'est en conflit complet avec le droit de la mer, puisque les pays autour, vous voyez apparaître leurs zones territoriales, leurs ZEE, et vous voyez que cette langue de bœuf, hein, eh bien, prend 66% de la mer de Chine méridionale, où la Chine ne devrait quasiment rien avoir là-dedans. Alors ça pose un certain nombre de problèmes, mais quand je regarde... Ah, je vois que c'est mal passé. Ça, c'est le passage du Mac au PC. Vous voyez cette langue de Chine, cette langue de bœuf, pardon. Et en fait, en dessous, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'elle délimite les eaux les plus profondes. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien écoutez, c'est tout simplement parce que ce sont des zones de grand fond, que c'est à proximité immédiate de l'île de Hainan. Attends, je vais voir... Voilà, ici on voit un peu mieux l'île de Hainan. Si j'y arrive, l'île de Hainan est ici. Et tout ça, ce sont en fait des grands fonds dans lesquels peuvent naviguer les sous-marins, les SNLE, les sous-marins stratégiques chinois. Pourquoi ils viennent là? Eh bien parce que simplement, ils ont besoin d'être protégés. Ils ont besoin d'être protégés parce qu'ils sont relativement plus bruyants que les sous-marins occidentaux. Et les Chinois, dans un premier temps, ont besoin d'assurer leur protection. Donc, ils ont construit un certain nombre d'îles
Eh bien, écoutez, si ça marche, j'ai eu très peur un instant. Ils ont décidé de remblayer un certain nombre de hauts fonds. Alors, d'après la loi de la mer, ce ne sont pas des îles, puisque ce sont des îles artificielles. Alors, si une île vous donne 12 000 nautiques autour d'eau territoriale et 200 000 nautiques d'eau de ZE, eh bien, une île artificielle, comme une plateforme pétrolière que vous mettez, elle vous donne 500 mètres autour pour la sécurité, c'est tout. Alors les Chinois ont décidé simplement de faire des travaux. Là, vous avez le haut fond de Fiery Cross, c'est pris par satellite et vous voyez que c'est bleu, donc on voit bien que c'est sous l'eau. Donc pour la loi de la mer, c'est très clair, ça ne peut pas être une île. On voit simplement un bungalow là, qui était mis sur le côté. Et là, vous voyez commencer des travaux de remblaiement qui sont faits à partir d'un certain nombre de bateaux de drague, et ils renvoient tout sur le haut fond. Et voilà, c'est mois par mois. Hein. Là, je vous ai montré août 2014, en septembre 2014, novembre 2014, décembre 2014, février 2015, mars 2015, avril 2015... et mai 2015. Et on dit que les Chinois ne sont pas des travailleurs. Vous voyez que la piste d'aviation qui est là-dessus, qui commence à apparaître, elle fait 3 km de long. C'est un travail absolument fantastique. Et les Chinois ont dit, ah ben non, c'est pas du tout militaire. Nous, d'abord, ça nous appartient parce que c'est chez nous. Hein. Comme je vous l'ai dit, on est dans la langue de bœuf, donc c'est chez nous. Et puis ça non, pas du tout. C'est civil. C'est civil. D'ailleurs, on le prouve. On met des hôtesses de l'air dessus. Hein, c'est évident. Donc des jolies filles comme ça c'est pas militaire, quoi. Bon, depuis, ils ont mis des avions, ils ont mis des missiles. Vous en faites pas. Tout se passe bien. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette île est en plein milieu de la mer de Chine, du coup. Et en fait, ils en ont fait 3 avec des pistes aériennes. Et là, vous les voyez, vous avez une carte marine qui vous montre la position. Il y a 100 000 nautiques entre les deux. Enfin, vous avez un triangle isocèle avec 100 000 nautiques et 150 000 nautiques. Pourquoi 3 ? Eh bien, écoutez, simplement parce que vous avez toujours besoin d'un aérodrome de déroutement. Hein. Le jour où vous avez besoin, si vous avez un problème sur une piste, eh bien, vous avez besoin d'un aérodrome de déroutement. Et regardez où elles sont. Vous les voyez apparaître là au milieu de la mer de Chine méridionale. Hein. Et en fait, ce fameux aéroport, là, cette île de Fiery Cross, elle est à 570 000 nautiques de Hainan, qui est la terre la plus sud de la Chine, mais elle est à 730 000 nautiques de Singapour, c'est-à-dire du détroit de Malacca. Or, le détroit de Malacca, il y a un dilemme, parce que la Chine, dont l'essentiel de l'enrichissement vient de la mer, puisque elle s'est lancée là-dedans avec Deng Xiaoping, et c'est ça qui lui a permis vraiment de s'enrichir comme elle l'a fait jusqu'à présent, eh bien, tout passe par Malacca, par ce fameux détroit de Malacca, où il y a Singapour, là, vous le voyez en bas, tout au bout de la flèche des 730 000 nautiques. Eh bien, ce détroit de Malacca, pour la Chine, c'est le plus important au monde. Parce que s'il est bloqué, non seulement le pétrole qui arrive du Golfe, entre autres, ne peut pas passer, mais tout ce qu'elle a construit, tout ce qu'elle a fait, fabriqué dans ses usines, ne peut pas aller vers son client principal, qui est l'Europe, et éventuellement les États-Unis et la côte est américaine. Donc vous voyez que la Chine, tant que la route du Nord, c'est-à-dire la route de l'océan Arctique, n'est pas ouverte, la Chine est obligée de passer par là. Alors je peux vous dire que les Chinois sont à genoux pour prier tous les jours que le réchauffement climatique accélère, parce qu'ils en ont besoin de la route du Nord, les Russes aussi d'ailleurs. Les Russes, depuis toujours, ils ont voulu avoir accès aux mers chaudes. C'est les mers chaudes qui viennent à eux. Dieu est russe. Il n'y a rien à faire là. Bon, donc vous voyez pourquoi les Chinois viennent là, parce qu'ils ont un intérêt farouche. C'est nécessaire pour eux. Or, qu'est-ce qui passe aussi par le détroit de Malacca ? Il passe effectivement tout ce dont a besoin tout ce dont ont besoin d'autres économies. Excusez du peu, le Japon, Taïwan et la Corée en plus. Et s'ils tiennent Malacca, ils peuvent tout bloquer. Voilà. Donc vous comprenez pourquoi ils sont en train de s'approprier petit à petit toute cette zone. C'est important pour eux. La preuve, c'est que sur les passeports chinois, ça apparaît. C'est-à-dire cette langue apparaît comme un territoire chinois. C'est dire, mais attendez, ça apparaît sous la même forme que le territoire terrestre, mais en pointillé.
C'est quelque chose qui n'existe pas, ça va totalement à l'encontre de la loi de la mer, encore une fois, qu'ils ont signée. Souvenez-vous qu'il y a eu un contentieux avec les Philippines il n'y a pas longtemps, en 2016. Les Philippines ont gagné, mais les Chinois ont dit non, de toute façon, nous, on ne reconnaît pas le jugement. Donc c'est assez simple. Et pour se permettre ça, eh bien, ils ont fait la deuxième marine de guerre au monde pour le moment, mais qui est appelée à devenir en 2030 la première. Sachant qu'en 1978, lorsqu'ils se sont ouverts, ils avaient 0. Hein, donc ils sont partis de 0. Or, une marine de guerre, ça coûte effroyablement cher. Donc, mais en mer, qu'est-ce qui vous permet de tenir? Qu'est-ce qui vous permet de protéger? Aussi, un autre, peut-être. Merci, pardon. Oui, qu'est-ce qui vous permet en mer de protéger vos bateaux? Il n'y a pas de police, il n'y a pas de pompiers en mer. Hein, votre flotte marchande, c'est votre flotte de guerre qui la protège. Ça sert à ça. Or, vu qu'ils veulent étendre, grâce aux routes de la soie, routes maritimes essentiellement, hein, c'est plus de 80% des échanges, ils veulent augmenter encore ces échanges. Eh bien, il leur faut une marine absolument énorme et entre autres être capable de bloquer les États-Unis s'il le fallait. Alors, les États-Unis, de leur côté, eh bien, écoutez, ils font des opérations de liberté de navigation, hein, Freedom of Navigation. Freedom of Navigation ici, et là vous voyez, eh bien, ils font passer un bâtiment de guerre à moins de 12 nautiques de ces fameuses îles, en disant ce ne sont pas des îles, nous appliquons la loi de la mer, on vous le montre. Et là, vous voyez, bon, je ne vous les ai pas tous montrés, mais j'en avais recensé 17 à ce moment-là. Et vous voyez là passer, faire une queue de poisson, une grosse frégate chinoise qui passe devant une frégate américaine. Ils sont passés à moins de 40 mètres. 40 mètres en mer, c'est rien. Vous ne pouvez pas réagir. C'est pas possible. Donc, heureusement, il n'y a pas eu de collision, parce que collision entre bâtiments de guerre, on ne sait plus où on va. Là, hein, là, à partir du moment où c'est fait sciemment, on ne sait plus où on va. Et je voulais terminer en vous montrant ceci, parce que le 6 avril 2019, c'est une frégate française qui passait dans le détroit de Taïwan. Or, les Chinois considèrent que vu que Taïwan, c'est à eux, donc ce sont des eaux intérieures qui sont à l'intérieur, qui sont entre les deux, excusez du peu, 65 000 nautiques, hein, c'est pas vrai. Mais ils le considèrent comme tel, et ils ont intercepté le Vendémiaire, donc la frégate française, qui pourtant allait en Chine pour assister aux cérémonies du 70e anniversaire de la flotte chinoise. Ils l'ont intercepté, ils lui ont fait le même coup qu'aux Américains. Bon, on en a très peu parlé en France, parce que ça s'est réglé un peu au niveau diplomatique, mais voilà où ça en est. Donc simplement, je vais terminer là-dessus, il faut bien voir que c'est la Chine fait des frontières que l'on ne connaissait pas encore, si vous voulez. Elle a inventé des frontières en mer telles qu'elles n'existaient pas encore. Et en mer, seule la force vaut. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci Hugues Deline pour cet exposé donc, sur l'enjeu de l'espace maritime et de la frontière maritime, enjeu incarné, illustré par l'exemple de la puissance chinoise que vous venez de nous développer, et donc des enjeux géostratégiques en mer de Chine qui en découlent. Tout de suite, je donne la parole à Wael Zakar on va changer de focale, on va changer de regard, on va adopter celui de l'ONU, et puis on va changer d'enjeu aussi, on va se pencher plus spécifiquement sur l'enjeu des frontières sociales et donc sur le rôle de l'ONU. Wael Zakar, vous avez la parole, vous aussi, pour une petite quinzaine de minutes. Merci. Merci beaucoup. En effet, j'ai le plaisir aujourd'hui de participer dans ce colloque. Et merci bien à Frédéric, en effet, pour m'avoir invité, de m'avoir donné cette occasion. Malheureusement, les frontières sociales existent. C'est une réalité. Et on voit ça dans de nombreux pays, en effet, du monde. On voit ça d'une part dans la vie quotidienne, où on voit, par exemple, concernant dans les interéchanges entre les différentes tranches de la population dans nombreux pays, mais également dans la manière comment on fait, en effet, comment certaines positions, certains jobs, des pistonnages qui se font d'une manière quotidienne dans nombreux pays. Tout, en effet, se fait parfois sur des bases, sur des classifications, sur des divisions, sur des frontières sociales. Et en effet, donc, ces divisions sociales, d'une part, on trouve d'une manière, dans leur forme évidente, dans les divisions, que ce soit ethniques,
mais également nationales, en effet, dans des pays, dans des entités de pays, mais également, on trouve ça entre les groupes ruraux et les citadins. Également, ça, c'est un autre facteur qu'on trouve, en effet, dans nombreux pays. En effet, cette disparité, en effet, entre les citadins et les groupes ruraux. Et malheureusement, en effet, ces facteurs sociaux, en effet, dans nombreux cas, bien sûr, pas dans tous les cas, mais dans nombreux cas, on trouve qu'ils sont les facteurs qui se situent derrière des conflits, dont certains sont toujours des réalités aujourd'hui dans notre pays du monde. Et en effet, donc, et même par exemple, on trouve ça je vous donne un exemple, le Kosovo. Si on va au Kosovo, il y a toute une loi de décentralisation, division du pays de Kosovo qui a été faite bien sûr après le conflit, après la guerre, qui est toujours une réalité. Donc il y a 37 municipalités qui sont divisées en effet en fonction, que ce soit entre les Serbes et entre les Albanais, les Kosovars serbes et les Kosovars albanais. En termes de division administrative. Au Liban, nous avons à peu près une quinzaine de communautés qui sont des communautés ethniques. Même par exemple concernant les mariages ou tout ce qui concerne régularisation des héritages, etc. Nous avons à peu près une quinzaine. Il y a une quinzaine de codes civils en effet au Liban, des codes des affaires personnelles en effet, qui régularisent en effet les choses quotidiennes parfois telles que comme j'avais mentionné, des choses évidentes de la vie quotidienne. Donc voilà, donc ça, quand on désigne en effet, donc c'est une réalité douloureuse dans de nombreux pays en effet, mais il faut la désigner parce que pour pouvoir trouver les remèdes nécessaires dans les programmes, dans les projets, pour en effet aller au-delà vers vraiment une union des différentes populations. Il y a également un autre facteur, en effet, qu'on doit également tenir en considération. C'est un facteur également très important. C'est que dans également de nombreux pays du monde, également, il y a ce qu'on appelle des vulnérabilités sociales existantes. Et ces vulnérabilités existantes qui n'incluent pas uniquement la question de la pauvreté auprès de certaines tranches de population, mais également, il y a également la question du sentiment d'injustice, du sentiment d'inégalité de chance. Et en plus, maintenant, on a de plus en plus ce qu'on appelle insécurité culturelle, en effet, qui est un facteur très maintenant, on trouve partout, pas uniquement dans les pays en développement, mais également dans les pays en Europe, qui est maintenant qui est un facteur derrière la montée du populisme, en effet, la montée du nationalisme. Et comme tout le monde sait, le nationalisme, c'est un champion, en effet, d'une certaine insécurité culturelle. Donc, en effet, pour traiter tous ces programmes, tous ces éléments dont je viens de mentionner, il faut mettre des programmes, il faut mettre en place des politiques pour traiter, en effet, pour subvenir, en effet, à ces faiblesses existantes. Et particulièrement, il faut particulièrement viser les tranches des jeunes. Pourquoi les jeunes? Parce que les jeunes, bien que les jeunes sont en effet des puissances, c'est un potentiel national, c'est une richesse nationale en effet, qu'il faut en profiter. Mais cependant, si on n'arrive pas à mettre les politiques nécessaires pour les jeunes en effet, à subvenir à leurs besoins, à leurs attentes, particulièrement en matière d'éducation, en matière d'emploi, mais également bien-être et participation, les jeunes peuvent également se transformer en facteurs déstabilisateurs de l'ordre. On a vu ça dans de nombreux cas. La déstabilisation de l'ordre pourrait être parfois classique, dans ce qu'on voit parfois dans des banlieues, ici par exemple comme en France, etc. Mais parfois ça peut aller vers des dimensions assez importantes, comme on a vu dans les cas des pays du printemps arabe. Et particulièrement aujourd'hui, en effet, l'effet déstabilisateur des jeunes, il est de plus en plus important à cause des médias sociaux, ce qui fait qu'en effet, les jeunes pourraient être mobilisés à cause d'un petit incident. Et on peut avoir
avoir une surprise stratégique, en effet, soudaine, en effet, et des milliers de jeunes qui sont dans la rue pour, en effet, pour réclamer le changement de l'ordre, pour réclamer le changement du système, etc. Je vous donne un exemple qui est assez pertinent. Pays tel que Oman, un pays qui a des indicateurs de développement humain, des indicateurs de développement, c'est un pays pétrolier, c'est un pays riche. Cependant, en 2011, soudain, dans la région de Saad, en Oman, on a des milliers de jeunes qui sont descendus dans la rue réclamant un changement du système. Donc, d'où il est très important, en effet, donc, de pouvoir traiter ces problèmes bien en amont et de manière précise, en effet, et méticuleusement. Donc, d'où, pour traiter ces problèmes, on a besoin de bien les cerner, on a besoin vraiment d'indicateurs, d'indices pour bien les cerner. Jusqu'à présent, on n'a pas encore défini des indicateurs, je veux dire, de manière commune, en effet, des indicateurs de vulnérabilité. On a des tentatives jusqu'à présent. Je sais, par exemple, en France, il y a eu un indice d'intranquillité qui a été défini en 2014 lors des élections européennes. Il faut développer ça d'une manière standardisée, les adopter, en effet, et faire des cartographies grâce à des sondages pour bien cerner où se trouvent vraiment les tranches les plus vulnérables et dans le but, en effet, de mettre en place des politiques, les infrastructures nécessaires pour, en effet, les traiter, ce problème à temps, avant que les foyers de vulnérabilité deviennent tension. Parce que parfois, l'approche qui est utilisée même par les organisations onusiennes, c'est que de ne pas, en effet, il faut que les foyers de tension ne se transforment pas en conflit. À mon avis, il faudra davantage travailler sur l'amont et travailler d'une manière à ce que, quand on a ces indices bien calculés, donc d'une manière à les traiter à temps, de manière que les choses ne se développent pas, de manière à mettre en place des politiques gagnant-gagnant, comme j'avais mentionné particulièrement avec les tranches des jeunes, à exploiter ce potentiel. Il y a de nombreux pays, en effet, qui ont commencé des étapes, en effet, qui sont sérieuses, par exemple, vis-à-vis leurs tranches vulnérables, vis-à-vis, par exemple, des jeunes. Je sais, par exemple, le Côte d'Ivoire, ils ont commencé, l'Éthiopie, il y a des choses qui sont intéressantes qui ont été faites du côté de l'Éthiopie, Madagascar, l'Inde, ils ont également des bons exemples en la matière, mais cependant, malheureusement, de nombreux États, nombreux décideurs manquent d'une part, que ce soit la sagesse, la rationalité, mais également la volonté de pouvoir vraiment mettre ça et exécuter ça d'une manière fiable et d'une manière à, disons, comme j'avais mentionné, à traiter ces sources de vulnérabilité d'une manière adéquate. Et d'où il est très important d'avoir l'intervention des instances internationales telles que les organisations onusiennes de développement, mais également les ONG. Je ne vais pas exposer en détail l'ONU, parce que l'ONU, ça nécessite tout un colloque, en effet, spécial. Mais on sait bien sûr que l'ONU, bien sûr, a été créée en 1945 dans le but, en effet, de pouvoir empêcher les fléaux de guerre des générations futures, particulièrement dans la lumière des échecs de la Société des Nations, ainsi de cumulation, en effet, de différentes expériences. Et en matière de développement, en effet, il y a une nomenclature d'organisations onusiennes qui travaillent en matière de développement. Malheureusement, en effet, il y a aujourd'hui un besoin concernant les organisations onusiennes de développement de faire une restructuration de leur domaine, de leur intervention et une meilleure division de travail. Parce qu'aujourd'hui, on constate bien, et c'est quelque chose auquel je suis confronté d'une manière dans nombre de mes projets que je suis en train d'évaluer, il y a une duplication, il y a même parfois des conflits d'intérêts qui se passent entre les organisations onusiennes qui interviennent dans un pays quelconque. Parce qu'il n'y a pas une division, la division de travail, c'est encore... on a de nombreuses organisations qui travaillent toujours dans le même domaine, en effet, alors qu'on doit bien faire une division de travail qui fait quoi, qui est spécialisée sur la base d'avantages comparatifs, ce qui n'est pas toujours le cas. Et en plus, ça crée parfois des compétitions entre les organisations onusiennes. Certains des conflits, je veux dire des enjeux de pouvoir sur les territoires eux-mêmes, entre même les organisations onusiennes elles-mêmes. Donc il est très nécessaire, en effet, de pouvoir régulariser ça.
Et il est très important également de pouvoir mettre davantage de complémentarité en matière de rôle entre les organisations onusiennes et les ONG. Parce qu'en effet, les organisations onusiennes, ils ont des avantages comparatifs, particulièrement, si je peux dire, en matière macro, en matière méso. Alors que, par exemple, les organisations non gouvernementales, les ONG, ont particulièrement un avantage en matière micro, particulièrement les interventions visant les communautés, en effet. Mais cependant, en effet, il y a un besoin de mettre davantage de complémentarité de rôle, parce que la coordination entre les organisations onusiennes elles-mêmes et les ONG, particulièrement dans des contextes de post-conflit, n'est pas toujours très avancée, en effet. Chacun travaille parfois, de manière indépendante, sans coordination réelle. Et donc, il est très important, en effet, de pouvoir régulariser, même mettre davantage d'harmonie, en effet, de leur intervention ensemble. Et puis, également, un autre point très important, c'est que il faut également, ça a été mentionné également à plusieurs reprises aujourd'hui, c'est qu'il faut bien sûr pousser vers davantage de coopération régionale. Certainement, il y a une coopération régionale. Je sais, par exemple, en matière, par exemple, de politique sociale, par exemple, l'Union africaine à Addis Abeba, en effet, ils ont des comités qui travaillent, en effet, particulièrement sur les affaires sociales. Il y a des meetings annuels qui ont lieu entre le ministre du développement social de ces différents pays. Mais cependant, il faut aller au-delà en matière de coopération régionale vers davantage de coaching, vers davantage d'échanges de leçons et vers davantage de duplication des histoires, des bonnes pratiques. En effet, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours bien avancé. Parfois, on a l'impression, comme si ces meetings, que ça se passe, par exemple, que ce soit dans la Ligue arabe, que ce soit à l'ASEAN, que ce soit même à l'organisation de l'Union africaine, on a parfois ces meetings sont davantage pour des formalités, mais sans parfois des concrétisations ou la mise en place des programmes communs régionaux dans le but, en effet, de pouvoir profiter du potentiel existant régional. Et en effet, un autre point également très important, en effet, donc il est important également, comme pour l'ONU, également d'aller vers davantage comme j'avais mentionné, de standardisation, vers davantage de normalisation, particulièrement des projets, en effet, qui sont des bonnes pratiques et d'une manière à les propager partout. Et il est très important également de pouvoir, comme j'avais mentionné, de mettre en place des indices, en effet, de revoir les indices. Certainement, l'ONU, les organisations onusiennes disposent aujourd'hui de certains outils, en effet, pour pouvoir, régulariser, de pouvoir fournir des choses concrètes, en effet, à ces différents pays en matière sociale. On fait toujours des missions de conception des politiques, par exemple, de l'enfance, des politiques de renforcement des droits des femmes, etc. Mais parfois, on a besoin, en effet, qu'on développe davantage de certains outils d'analyse. Par exemple, on a des dispositifs d'analyse tels que les rapports, par exemple, des objectifs millénaires, des objectifs de développement durable. Avant, il y avait les rapports des objectifs millénaires de développement. Cependant, ces rapports-là, on a l'impression qu'ils sont davantage des rapports de simples formalités qui ne sont pas en train de désigner, de mettre les doigts parfois sur les choses, disons, sur les problèmes réels et concrets, en effet. Par exemple, au rapport des objectifs de développement durable, on a 17 objectifs, mais on a 169 en effet, sous-objectifs, en effet, buts en effet à atteindre dans un rapport où il faut faire les recherches. On ne peut pas combattre sur 169 fronts à la fois. Il faudra faire des priorisations. Quand on a un pays qui souffre d'un taux de chômage qui peut aller jusqu'à 20% ou 22% des jeunes, on ne peut pas mettre dans la même balance dans un rapport le problème du chômage avec le problème d'une disparition
conservation d'une certaine espèce d'oiseau rare, ou, etc., dans le cadre du développement durable. Il faudra faire bien la priorisation dans le but d'aller davantage vers les problèmes de sécurité, des problèmes qui peuvent constituer des menaces sur la sécurité collective. Et on sait bien la sécurité c'est l'objectif ultime, comme disait Raymond Aron, en effet. Donc il faudra bien aller tout droit, faire cette priorisation, en effet, améliorer disons, la performance de ces organisations. Mais le plus important, à mon avis, et je conclus sur ce point-là, il est très important, en effet, de créer au sein de l'ONU, en effet, une secrétariat à l'analyse, à l'information, à l'analyse stratégique. C'était une recommandation en 2004 qui a été faite, en effet, par le groupe de hautes personnalités qui ont fait une certaine revue, en effet, de tout le fonctionnement des Nations Unies, mais qui n'a jamais été mis en place. Il est très important, en effet, qu'on mette en place ce secrétariat dans le but de pouvoir analyser à temps sur les indices, enfin, les foyers des tensions, les foyers de vulnérabilité, en amont, bien en amont, et d'une manière à les traiter en avance et avant qu'ils se développent en tension, puis après en conflit. Voilà, je vous remercie pour vous. Merci Wael Zakar. Nous avons déjà dépassé l'horaire imparti. Toutefois, s'il y a une ou deux questions brèves, on les prendra volontiers. Je vais faire comme Frédéric tout à l'heure, je vais faire du sport. Question brève, réponse brève, s'il vous plaît.